Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Culture Croisée sur Radio LCF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un passionné du cinéma asiatique. Jusque-là, je ne pense pas me tromper, même plus spécifiquement du cinéma hongkongais et chinois. Frédéric Ambroisine, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Alors, vous avez un parcours riche que je vais aussi découvrir avec nos auditeurs et nos spectateurs, puisque vous avez écrit pour des journaux de cinéma, vous êtes réalisateur, vous êtes photographe, comme je disais, passionné du cinéma asiatique, entre autres, spécialiste même, on peut dire, du cinéma asiatique. Je me suis spécialisé, oui. Voilà. J'étais passionné, mais je me suis spécialisé quand j'ai eu l'occasion d'écrire et pour certains magazines, d'abord pour un site internet, ensuite pour des magazines, et ensuite de collaborer avec des distributeurs de films asiatiques français. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut partir au début du début? Alors, peut-être pas de un jour je suis née, mais quand ça a commencé à se concrétiser, de passer de la passion donc à en faire un métier, et en tout cas à rencontrer de plus en plus de gens du cinéma asiatique et d'écrire. Enfin, je vous laisse Oui. commencer à raconter. La passion, c'est quand j'étais ado, hein, comme je pense pas mal pas mal de potes, quoi, on va dire. Donc cinéma de genre, donc je lisais Mad Movies, je lisais Starfix principalement, et j'ai passé mon adolescence en Martinique, donc c'était assez difficile. Je voyais surtout mes films au vidéoclub. Enfin, D'accord, ouais. ma culture, on va dire, cinéphile, s'est faite dans les Oui, dans vidéoclubs. les salles, il n'y avait pas Et dans les salles, il y forcément... avait pas grand-chose. Enfin, il y avait des blockbusters, etc. Donc, je lisais beaucoup de magazines de cinéma de genre et j'essayais de voir en vidéo, au cinéma quand ça sortait. Donc, on va parler du cinéma de Hong Kong, par exemple. John Woo fait partie des premiers réalisateurs qui m'ont vraiment marqué en tant comme cinéaste chinois, hongkongais. Et le film de John Woo à toute épreuve au cinéma, voilà, ça a été un choc. Et même avant, quand je découvrais des films en vidéo qui sortaient, alors certains sortaient en France au cinéma, très rapidement, comme Gunman de Kirk Wong. Moi, en Martinique, je les avais qu'en vidéo. Et en plus, je les payais cher. Hein. C'est 50 francs la location pour un jour. Enfin, voilà, Ah oui. je mettais mon argent de poche pour voir tous ces films que je rêvais de voir. Donc voilà, j'ai découvert des films comme, je sais pas, Histoire de fantôme chinois, de Treyarch. Donc c'était des films à la fin des années 80. Donc voilà, Gunman de Kirk Wong, Histoire de fantôme chinois, de Ching Siu-tung, produit par Treyarch, pardon. Il y avait quoi? Il y avait des séries B, alors des trucs qui sont jamais sortis en salle, genre Iron Angels, ça sortait en version doublée, recadrée en VHS, mais je trouvais qu'il y avait une énergie et puis une originalité qui était bien plus, on va dire, audacieuse que dans le cinéma hollywoodien. Je D'accord. trouvais que quand je regardais par exemple les films avec Bruce Willis, genre Die Hard, je voyais et je me dis mais j'ai déjà vu ça dans un film de Hong Kong en mieux. Donc voilà, et sauf que personne n'était vraiment au courant à part vraiment les cinéphiles. Donc voilà, c'était déjà une niche on va dire. Donc j'étais, je sais pas, j'étais au lycée que je parlais de John Woo à mes camarades, on me disait mais c'est quoi ces films et tout, c'est quoi ces films chinois, etc. Je me dis non mais regardez, c'est ça le vrai cinéma d'action, ça vient de là, ça vient de Hong Kong et tout. Donc j'étais déjà super passionné, j'essayais de montrer un peu à droite à gauche que voilà, c'est de là que ça vient le vrai cinéma. Alors, donc voilà, donc c'était à la base c'était pour le cinéma d'action, les polars, etc. Et donc, après, j'étais étudiant, donc je suis parti en France. Donc j'étais en banlieue parisienne, Cergy-Pontoise et tout ça. Et j'ai découvert le quartier chinois, le 13e arrondissement. Et là, alors là, c'était vraiment le bonheur absolu parce que je découvrais des films dont j'avais lu des articles dans les magazines où je me disais que jamais je les verrais, genre Swordsman 2. Encore une fois de Ching Siu-tung, produit par Treyarch. J'ai pu le voir dans le quartier chinois où il vendait et louait des laserdiscs. Moi, j'avais pas les moyens, mais moi, j'avais des copies de la. Alors, il faisait ça. Hein. Dans le quartier chinois, il faisait des copies de laserdiscs sur VHS que je louais genre 10 francs. Et voilà. Et j'ai découvert du coup des films que je pensais jamais voir à l'avance. Avant qu'ils sortent en France, pour ceux qui sont sortis en France, genre Crime Story avec Jackie Chan,
Drunken Master 2 D'accord, avec parce Jack qu'il y avait Chan. des copies déjà qui, Voilà, qui donc circulaient. du coup, Mais en version originale, du coup? alors du coup, oui, effectivement, c'était en chinois, sous-titré anglais. Alors du coup, c'est comme ça que j'ai perfectionné mon anglais avec du mauvais sous-titrage anglais dans les films de Hong Kong. Donc c'était un anglais assez basique, mais du coup voilà, ça m'a un peu... Ouais. donc, Et votre cantonais ou mandarin aussi ou... ben là, le truc, c'est que pour apprendre, comme ça, vous le savez, pour apprendre le cantonais ou le mandarin, faut passer beaucoup de temps, faut aller beaucoup sur place, etc. Et en général, moi, je suis trop dispersé. Quand je vais à Hong D'accord. Kong, c'est 3 semaines, un mois maximum. Je suis jamais resté plus d'un mois à Hong Kong pour pouvoir vraiment m'imprégner et apprendre. Voilà. Après, je reconnais des mots de cantonais, je reconnais des mots de mandarin. Je peux parler anglais avec l'accent cantonais. Ouais, en traînant avec des gens Ouais. 3 semaines, voilà. Mais du coup, donc voilà, donc cette découverte dans le quartier chinois a fait que, alors là, j'y allais toutes les semaines, donc je descendais de Cergy, je prenais le RER tout le temps, j'allais louer des films, C'était la deuxième maison, quoi. voilà. Et donc, du coup, il y avait des films sortis en France, donc un petit peu, et par contre, il y en avait une tonne dans le 13e arrondissement, donc ils sortaient en laserdisc. Ensuite, il y a eu l'arrivée du DVD, donc fin des années 90. Là, pour le coup, j'ai cassé ma tirelire, je me suis acheté, mes premiers DVD, c'était des DVD de Hong Kong, c'était pas des DVD sortis en France D'accord. ou aux États-Unis, c'était des DVD de Hong Kong. Donc écoutez, je me rappelle les prix, hein, c'était genre 250 francs le DVD. Alors que j'avais même pas de lecteur, mais je voulais me les acheter. Donc je me suis acheté un film de Ringo Lam, Full Alert, qui sortait en 97. Je crois que c'est mon premier DVD que j'ai acheté. Puis après, il y a un autre film d'action de Hong Kong, Big Bullet, je crois que voilà, c'est le deuxième. Donc voilà, donc déjà, je me faisais ma petite collection de DVD. J'ai acheté aussi évidemment des VHS. Bon, je les louais, il y en a que j'achetais. Enfin, les trucs rares, j'allais au magasin, c'était à Album. Maintenant, ça s'appelle Metalunam. C'est un magasin qui s'appelle Album dans le 6e. Et c'est là que j'allais tout le temps chercher les VHS, des trucs de kung-fu, etc., etc. Et c'est là que je discutais aussi avec des cinéphiles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, vous avez peut-être trouvé un Voilà, peu plus de personnes qui connaissaient ce exactement. Donc, on cinéma-là. pouvait aller pour acheter, on discutait avec le vendeur, on discutait avec les gens qui achetaient, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le fondateur de DVD Rama, qui m'entendait parler de films de Hong Kong tout le temps quand j'allais à Album. Et il m'a dit à un moment, je parlais souvent, donc non seulement je parlais de Hong Kong, mais à un moment je commençais à m'intéresser aussi beaucoup à la comédie cantonaise, parce que je trouvais qu'en France, on était très limité. L'image du cinéma de Hong Kong, c'était Kung Fu, Bruce Lee, Oui. et éventuellement un film d'action, John Woo, Tsui Hark. Pour les gens qui connaissent Tsui Hark, je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas Tsui Hark, alors que c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et donc, à un moment, j'avais découvert, via le 13e arrondissement, le quartier Chinatown, les films de Stephen Chow. Et j'étais devenu fou des films de Stephen Chow. D'accord. J'ai été, voilà, il me faisait plier en quatre et tout. Et effectivement, même si je parle pas cantonais, quand on entend la façon de parler cantonais dans les films, les comiques, et en mandarin, ça n'a rien à voir. Donc il y avait vraiment un esprit, un truc qui faisait que c'était spécifique à Hong Kong, qui m'amusait, enfin j'adorais ça. Et donc j'ai vu, je sais pas, quasiment toute la filmo de Stephen Chow, que j'ai loué, D'accord. acheté en DVD, etc. et tout. Et il s'avère qu'au moment où je commençais à écrire pour DVD, donc on m'a proposé en fait d'écrire spécialement, enfin en majorité sur les films de Hong Kong, puisqu'ils voyaient que Oui, donc connaissais. ce monsieur que vous avez rencontré... Voilà, donc je commençais à écrire pour ce site, et on va dire les autres journalistes s'occupaient des trucs un peu classiques, les blockbusters, les Terminator, etc. Et puis moi, j'écrivais des chroniques de DVD, mais import, donc D'accord. qui arrivaient dans le quartier chinois. Et du coup, qui n'étaient pas distribués officiellement en France, qui n'étaient pas censés être distribués en France, mais on les achetait. Ils étaient en all zone, donc normalement, les lecteurs DVD pour les États-Unis, c'est zone 1, pour Oui. France, c'est zone 2, etc. Et Hong là, on Kong, pouvait c'était tout. all zone. Hong Kong, Ils avaient déjà tout compris. voilà, ils sont trop géniaux. All zone, donc on pouvait voir tous ces films. Pour ceux qui n'avaient pas de lecteur multizone, on pouvait voir les films de Hong Kong sans problème. Et du coup, je chroniquais ces DVD, même si je savais que c'était 10 fois moins lu que si quelqu'un chroniquait Terminator ou le blockbuster avec Van Damme, etc. Je sais pas quoi. Et donc j'étais déjà dans ma niche sur ce site, c'est-à-dire qu'on me disait ouais, vas-y, chronique tes DVD, mais genre il y a 10% de lecteurs qui vont lire ce que tu écris, alors que tout le monde s'intéresse à Mission Impossible, à Terminator, etc. Mais en fait, vous étiez précurseur. Oui, peut-être, je sais Parce pas, mais en tout cas, alors, effectivement, à un moment, non, mais à un moment, effectivement, il y a eu Tigre et Dragon qui est sorti, qui est donc un film réalisé par un Taïwanais, Ang Lee, avec des stars de Hong Kong,
pourquoi je veux toujours parler de China. Des stars de Hong Kong, Chow Yun-fat et Michelle Yeoh, qui est malaisienne, mais qui a fait carrière à Hong Oui. Kong dans les années 80. Et ça a cartonné aux États-Unis, enfin Oscar et tout ça. Et puis il y a aussi un film qui est sorti genre vers 2001, Shaolin Soccer de Stephen Chow, et qui a cartonné en vente, en import dans les quartiers chinois et tout ça, et qui est pourtant sorti en France après, Mhm. et qui a pourtant été un succès, on va dire, en août. C'est sorti en Oui. août. On pensait que c'était genre la petite sortie que personne n'allait s'y intéresser. Ça a fait, il me semble, 800 000 entrées, alors que voilà, personne n'avait jamais entendu parler de Stephen Chow, personne n'avait jamais entendu parler de comédie cantonaise. Et donc, du coup, j'étais un peu là, au bon endroit, au bon moment. Évidemment, j'avais déjà chroniqué Shaolin Soccer un an avant, le DVD import quand il est sorti au cinéma. Et après, quand la presse, on va dire, un peu généraliste a commencé à s'y intéresser, du coup, on venait carrément Vous vous demandez. demander me demander des infos, qui est Stephen Chow, c'est quoi, etc. Donc, genre, je sais pas, il y a Europe 2 ou Libération, des gens de Libération qui sont venus m'interviewer, etc. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai écrit un peu pour ce site, Vidérama. Et le fait que, par la force des choses, on m'ait catalogué un peu spécialiste de Hong Kong, il y avait certains magazines. Alors, il y avait HK Magazine dans lequel j'ai pas écrit, qui était le magazine sur le cinéma asiatique qu'avait créé Christophe Gans. Donc, c'est vraiment l'objet super précieux, le papier glacé, etc. Et tout. Et en plus, il sortait aussi la collection HK vidéo, alors toutes les en VHS. Tous les films qu'on rêvait de voir justement en version originale sous-titrée, parce qu'évidemment le gros fléau du cinéma de Hong Kong, c'est que pendant des années et des années, en salle et en VHS, c'était doublé avec des accents horribles. Et donc dans l'esprit du grand public, en général, les films de Hong Kong ou chinois, c'était des films mal doublés, donc c'est des Oui. gens qui parlaient bizarrement, etc. Donc voilà, c'était jamais considéré comme un petit film sérieux. Et le fait de les voir en version originale sous-titrée Ça français, déjà, change tout. c'est un peu plus respectable, etc. Et donc, il y avait ça à HK Magazine. Donc, j'ai pas écrit pour HK Magazine, mais j'ai écrit pour un autre magazine qui avait été édité par la même boîte, c'est Ce27, ça s'appelle Kumité. Donc, Kumité, voilà, j'écrivais dans le magazine Kumité. Et donc là, je m'éclatais. Parce que je pouvais, en fait, moi, quand je suis allé, mon premier contact, on va dire, avec Hong Kong, à part, enfin, hors films et tout ça, de Ouais. rencontrer donc les gens qui ont vraiment fabriqué ces films, bah, c'était en allant dans les Oui. marchés du film, en allant carrément à Hong Kong par mes propres moyens.